Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Franck Charton, délégué général de Perifem, qui fédère l'ensemble des acteurs du commerce de la grande distribution. On va voir comment le secteur s'engage dans la sobriété énergétique avec de la pédagogie. Pour notre débat, on va réunir un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète avec le menteur Manuel Zebeida, qui est directeur général de Quinta Investments, et le fondateur de start-up Maxime Roux et son entreprise Austrea. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Blue Nav et ses moteurs électriques pour les bateaux. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins pour les développer. C'est parti. Bonjour Franck Charton, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le délégué général de Perifem, donc, qui vient d'annoncer avec le ministère de la Transition énergétique le lancement d'une campagne de sensibilisation aux gestes d'économie d'énergie. On va en parler longuement. Mais d'abord, quand même, Perifem, vous fédérez les acteurs de la distribution, c'est ça? Oui, Perifem, c'est la fédération technique du commerce et de la distribution. Nous regroupons l'ensemble des distributeurs en France, à la fois alimentaires, mais également non alimentaires. Et les centres commerciaux sont également parmi nos membres. Et nous travaillons tous ensemble pour améliorer l'exploitation des sites commerciaux et notamment leur impact environnemental. Ouais. Alors c'est plutôt de la grande distribution ou ça va jusqu'au petit commerce? Ça va jusqu'au petit commerce. Nous avons donc l'ensemble de la palette des commerçants en France. Ces enjeux de responsabilité environnementale qui nous animent évidemment ici quotidiennement dans Smart Impact, et qui sont aussi au cœur de cette campagne de sensibilisation, les enjeux de décarbonation aussi, depuis quand ils sont devenus stratégiques dans le secteur? C'est une question que je pose à beaucoup d'invités parce que c'était parfois un peu périphérique, c'est devenu stratégique. Depuis quand ? Écoutez, je pense que depuis 2-3 ans, c'est devenu vraiment très très central. Juste avant le Covid, nous avions fait un sondage auprès des Français, un sondage OpinionWay sur 1000 Français, et le besoin et la demande des consommateurs sur des produits environnementalement conformes, sur des magasins environnementalement les meilleurs, les plus vertueux, était très forte, aussi fort que la demande sur le prix. Donc c'était avant le Covid, et il y a eu un effet d'accentuation avec. Il y a eu un effet d'accentuation sur le Covid, après le Covid, bien sûr. Alors, vous venez donc de lancer avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, cette campagne de sensibilisation en magasin. Déjà, qui y participe ? Alors, on a eu la chance, et c'est une première, ça ne s'était jamais fait, on a pu regrouper l'ensemble des distributeurs alimentaires, tous ceux les grandes marques qu'on connaît, quoi, voilà, dans lesquelles on va faire nos courses en hypermarché. Je vais en oublier, mais également des distributeurs non alimentaires nous ont rejoints, et y compris des centres commerciaux. Donc, on a une quarantaine d'acteurs qui ont signé la charte d'engagement, ce qui n'empêche pas d'autres de venir après, mais effectivement, c'est vraiment une première, ça ne s'était jamais fait. Ouais. Quelle est l'idée directrice de cette campagne ? L'idée directrice, elle est née en fait au mois de juin. Et donc la campagne avec la ministre, c'est un peu la conclusion de cette séquence. Au mois de juin, la RTE est venue nous rencontrer avec ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire les questions problématiques potentielles de production d'électricité pendant l'hiver, en nous demandant ce qu'on pouvait faire. On s'est tous réunis pendant... ça a été assez rapide, et en 3 semaines, et donc on a abouti en mi-juillet, en 3 semaines, on a sorti un protocole de sobriété énergétique avec 12 mesures. On s'est tous mis d'accord, toutes les enseignes, donc là aussi c'est vraiment une première, toutes les enseignes se sont mises d'accord pour à la fois rédiger un protocole de sobriété énergétique et pour le mettre en œuvre à partir du 15 octobre. Et donc depuis le 15 octobre, nous avons mis ce protocole en route dans les magasins. Donc ça, c'est le point de départ. Le point de départ. Finalement, là, vous faites le lien entre l'engagement du secteur et la pédagogie auprès de vos clients, auprès des consommateurs, c'est ça ? Oui, parce que gagner la bataille de la sobriété énergétique et notamment faire en sorte qu'on n'ait pas de coupure cet hiver, ce qui a l'air d'être un peu la tendance. C'est plutôt bien parti pour l'instant. Ça vient de quoi ? Ça vient que tout le monde a fait des efforts. On est, je crois, autour de 8% de baisse de consommation énergétique. Donc nous, on a pris notre part, peut-être parmi les premiers, mais les Français aussi ont pris leur part. Et de manière à lier les deux, on a aujourd'hui environ 4 milliards de clients par an qui passent dans nos magasins. Donc c'est une campagne d'affichage, c'est ça ? Alors c'est une campagne d'affichage, mais c'est une campagne pour relayer les efforts, pour faire comprendre aux Français que eux comme nous, si nous faisons ensemble tous des efforts,
Nous n'aurons pas de problème de coupure cet hiver. Je crois que personne ne veut avoir des coupures, ni les entreprises, ni les particuliers. L'idée, donc, c'est de mettre en parallèle ce que fait déjà le secteur du commerce et de la distribution et ce que nous, on peut faire, citoyens, chez nous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, j'expliquais le protocole de sobriété énergétique duquel on est parti. Il y avait 12 mesures. Ouais. On a retenu, donc, avec le gouvernement, 5 mesures qui étaient plus proches des consommateurs pour dire, effectivement, ça, on le fait en magasin. Par exemple, on baisse la température. Eh bien, vous aussi, quand on vous demande de baisser la température chez vous, c'est la même chose. Ça demande des efforts. Expliquer à nos clients, par exemple, que pendant l'hiver, ils vont peut-être devoir garder leur manteau. C'est intéressant de le comprendre. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour, tous ensemble, baisser la consommation et ne pas subir des coupures. Alors effectivement, donc on va reprendre certains de ces thèmes. La réduction du chauffage, 7% d'économie d'énergie en baissant d'un seul degré le chauffage. Donc c'est quand même un impact réel et majeur. Oui, c'est un impact majeur, c'est même le plus gros impact. Ouais. Sur nos 12 mesures, c'est vraiment la mesure la plus importante. 7% pour 1 degré, donc vous imaginez si vous baissez... imaginons une période d'éco-watt rouge, si on baisse de 2 degrés, c'est encore plus. Ouais. Mais est-ce qu'on le ressent, tiens, dans les magasins? Est-ce qu'un degré de moins, on le ressent vraiment? Alors, ce que vous dites, on est obligé de garder son manteau, mais 1 degré, je me dis, c'est pas une différence majeure. Alors, c'est pas une différence majeure, puisque c'est aussi sur la consigne, donc c'est une moyenne sur l'ensemble du site. Donc, on le ressent pas véritablement à chaque instant, mais il y a des endroits, des moments où on peut le ressentir. Je ne sais pas chez vous si vous avez baissé la température. Oui, moi j'ai vu un peu la différence. On le ressent quand même. Je pense que j'étais plutôt à 21 avant, donc c'est pour ça la différence est plus importante. Autre levier, on va dire, sur le fait de débrancher les chargeurs, d'utiliser un peu, de mettre en veille, d'éteindre les appareils, 10% d'économie d'énergie en débranchant son chargeur de téléphone. Là aussi, on se dit quand même, c'est tout petit, ça ne peut pas avoir un tel impact. Alors là, vous le mettez en lien avec quel type d'action menée par le secteur? Parce que là, c'est un acte de vie quotidienne des consommateurs. Oui, c'est un acte de vie quotidienne. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un délestage, puisqu'on a quand même besoin de charger son portable. Mais simplement, on le fait la nuit, quand les capacités sont là. Nous, concrètement, on charge nos chariots élévateurs la nuit, on charge nos tire-palettes la nuit. Et par exemple, on produit la glace pour la poissonnerie la nuit au lieu de le produire dans la journée. Alors évidemment, ça a un impact puisque ça modifie les conditions de travail. On peut être amené à arriver plus tôt pour opérer certaines de ces fonctions-là. Donc pour nous, ça a été aussi une reconfiguration de certains postes de travail. Oui, c'est pas seulement une décision des patrons, c'est aussi un effort collectif des collaborateurs et des salariés. Est-ce que ça va durer, ça? C'est-à-dire, il y a une vraie question qui est vous à la fois pour nous, consommateurs, citoyens, et pour les industries. C'est-à-dire que là, il y a des économies aussi financières qui sont réalisées. Je ne sais pas si le coût de l'énergie restera aussi élevé, mais bon, c'est une hypothèse. Donc ces bonnes pratiques, elles vont durer? Oui, ça va durer. On a cranté, en fait. Oui. On a cranté ces mesures, et ça va durer pour 2 raisons. La première raison, c'est que des mesures de bon sens, fermer les portes, on se dit, mais finalement, pourquoi on ne le faisait pas avant? Pourquoi on n'y a pas pensé avant? On est bien d'accord. Fermer les enseignes lumineuses, même si c'était un peu réglementaire, mais ce n'était pas clair. Pourquoi on ne le faisait pas? Là, on a décidé de tous le faire ensemble. Donc, des mesures de bon sens, on se dit, oui, on les fait, il faut continuer à les faire. Et puis, l'autre raison, ne le cachons pas, c'est une raison économique. Bien sûr. Quand le prix de l'électricité a été multiplié entre x2, x3, voire x10 pour certains acteurs, il est vital... pour maintenir la pérennité des entreprises, il est vital de maintenir ces économies d'énergie. Donc ça fait 2 bonnes raisons pour cranter, pour maintenir ces mesures sur le long terme. D'ailleurs, pour prolonger votre question, les 12 mesures du protocole qu'on avait rédigé au mois de septembre, au départ, nous pensions que c'était des mesures à mettre en cas d'éco-watt rouge, en cas de problème. En réalité, il y en a 5 parmi elles qui sont des mesures d'éco-watt rouge, mais les 7 autres, on les a mis en œuvre de manière constante dès le 15 octobre. Par exemple, la coupure des enseignes lumineuses, alors justement, la fermeture des magasins. Vous en parliez de ça, extinction des lumières à la fermeture des magasins, moins 50% d'intensité lumineuse avant l'arrivée du public, moins 30% d'intensité lumineuse en pic de fréquentation. L'histoire des enseignes la nuit notamment, c'est vrai qu'il y avait une loi qui n'était pas vraiment appliquée. Alors, elle n'était pas claire déjà, elle n'était pas homogène selon le territoire, ça dépendait de la taille des villes. Bon, c'était pas clair. Et puis, effectivement, c'était appliqué, alors pas que dans le commerce,
puisque cette loi s'applique à l'ensemble de tous les bâtiments en France, elle était difficile, pas bien comprise. Et en réalité, je pense que d'une contrainte, on a fait justement une opportunité et on a, sur ces difficultés, pris la décision de le faire. Alors, attention, on me posait la question sur le chauffage, qui est là une mesure majeure. L'ensemble des enseignes, c'est 10%. C'est pas majeur, mais c'est symbolique. C'est symbolique, ça montre que tout le monde fait des efforts. Ça montre aussi aux Français qu'on a pris conscience et mesure du problème. Alors évidemment, sur les 600 000 magasins en France, c'est évident qu'on peut en trouver un dont les enseignes ne seront pas éteintes, mais il y a eu vraiment un changement. On voit la différence. Nous, dans les villes. Merci beaucoup, merci Franck Charton et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, vous le savez, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement, celui de l'entreprise, pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat, c'est de co-construire un monde plus durable. C'est aussi ce qui nous anime ici dans cette émission. Et donc, on était fait pour se rencontrer. Chaque mois, vous le savez, je vous présente un nouveau binôme. Manuel Zebeda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Quinta Investment et Maxime Roux, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'Austrea. C'est quoi Austrea ? Alors Austrea, c'est une start-up industrielle qui a développé un matériau bas carbone à partir de coquillages recyclés pour l'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Comment l'idée vous est venue ? C'est quoi le point de départ ? Alors on est 4 associés. L'idée vient d'un de mes associés qui s'appelle Tanguy Blévin, dont le grand frère est ostréiculteur à Riec-sur-Belon. Et du coup, pendant le premier confinement en 2020, il a aidé son frère sur le site de production et il s'est rendu compte qu'on produisait énormément de déchets conchylicoles. C'est près de 250 000 tonnes de déchets en France et qu'il y a un vrai problème de valorisation de ces déchets-là parce qu'on ne peut pas les rejeter dans la nature, on ne peut pas les incinérer. Et du coup, ça coûte de l'argent aux collectivités et aux ostréiculteurs. Et du coup, on a monté cette équipe projet pour voir comment on pourrait les revaloriser. Et on a fini par tomber sur le développement d'un matériau. Eh bien, vous nous expliquerez ça dans un instant, mais je voudrais d'abord, Manuel Zebeda, que vous nous présentiez votre family office, donc Quinta Investment. Vous êtes vraiment orienté économie circulaire, c'est un choix ? Oui, c'est un choix depuis le départ. Moi, j'avais créé plusieurs sociétés tout au long de ma vie professionnelle. Il y a une dizaine d'années, on a créé Family Office avec 2 objectifs. Un premier, c'est aider les entrepreneurs en investissant dans des jeunes entreprises. Et le deuxième, depuis le départ d'ailleurs, de faire du bénévolat, de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et au fil des années, on s'est de plus en plus orienté vers des sociétés à impact, donc économie circulaire, environnement durable, voilà. Ça veut dire que le mentorat, ça vous connaît ? Oui, depuis pas mal d'années maintenant. Combien d'entreprises vous accompagnez ou vous avez accompagné ? Actuellement, j'en accompagne une petite dizaine. Oui. Et puis, au fil du temps, je ne sais pas, j'ai dû en accompagner 25, mis bout à bout. Oui, alors là, on va parler de votre binôme. Il y a déjà un argument, c'est que vous connaissiez avant Entrepreneurs pour la planète, c'est ça ? Alors, j'ai connu Entrepreneurs pour la planète il y a 2 ans, à peu près, puisque c'était complètement dans ma sphère. Bien sûr. Et effectivement, Ostra était inscrit sur la plateforme. Donc voilà comment s'est fait le... Ça a matché naturellement. Ce mentorat, vous en attendez quoi ? On en attend beaucoup de choses. En fait, on est 4 associés, c'est la première boîte qu'on crée, et c'est une boîte industrielle aussi, ce qui va rajouter des complexités. Aujourd'hui, de travailler avec Manuel et d'avoir l'expérience qu'il a, je crois que tu as créé 6 ou 7 entreprises, en fait, il va nous faire surtout gagner énormément de temps. Il va nous apporter son expérience et du coup, à chaque fois qu'on a des décisions stratégiques, il ne va pas nous dire c'est ça que vous devez faire. Par contre, il va apporter toute son expérience, des problématiques qu'il a déjà rencontrées plusieurs fois. Et il va nous donner toutes les billes pour qu'après, en équipe, on puisse prendre du recul et finalement faire les bonnes décisions. Donc, il est créé depuis combien de temps, ce binôme ? Depuis 1 an. Un an. Et donc, la fréquence de vos conseils, c'est vous qui
qui prenait le téléphone en disant Manuel, on a besoin de vous ou de toi, je sais pas si il y a les deux, on se tutoie, il y a les deux, on fait à peu près un point tous les mois, on va arriver avec nous 3 thématiques qui vont être nos thématiques les plus chaudes du moment. Donc vous identifiez vos difficultés ou ce sur quoi vous avez besoin d'aide, d'accord ? On fait cet exercice en amont et on se laisse 2 à 4 heures de réflexion ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à tacler ces problématiques-là. Et à côté de ça, on a un canal de discussion aussi privilégié qui font que si on a un sujet un peu chaud qui peut se traiter rapidement, on s'appelle et on peut passer 15, 20, 30 minutes au téléphone pour y répondre. Manuel, vous avez peut-être une question générale, votre expérience de mentorat. Est-ce qu'il y a justement des grands principes un peu valables pour toutes les entreprises ? En tant que mentor ? Oui, je pense qu'il faut être bienveillant. Voilà, et c'est tout l'intérêt pour moi, je trouve, du mentorat. On n'a pas d'intérêt financier. Enfin, souvent, on n'a pas d'intérêt financier dans les sociétés. Par exemple, avec Ostrea, je ne suis pas investisseur. D'accord. Et donc, du coup, on a le recul nécessaire pour se mettre à la place des fondateurs. Donc, quand ils font une levée de fonds, je suis du côté des fondateurs. Si jamais il y a un problème, maintenant, comme l'a très bien dit Maxime, on n'est pas là pour prendre les décisions pour eux, mais pour leur donner toutes les billes ou les alerter que là, il peut y avoir un problème, en discuter. Et ensuite, souvent, ce que je dis, maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce qu'il y a des erreurs communes, des fausses routes un peu classiques sur lesquelles vous pouvez allumer une espèce de phare, de warning ? Non, enfin, Ça dépend des entreprises. Oui, en fait. Ça dépend vraiment. En fait, ce qui est intéressant d'ailleurs en tant que mentor, c'est qu'on voit plein de cas différents et sur lesquels souvent je peux me rattacher à des expériences, parce que j'en ai vécu pas mal, des expériences vécues. Et je pense que c'est aussi ça qui intéresse les jeunes fondateurs, c'est de se dire, bon, il donne des conseils, mais les conseils qu'il peut donner sont aussi basés quelque part sur des histoires vraies. Et comme d'habitude, la petite histoire au bon moment, ça marche bien. Oui, et le fait au fil du temps, vous êtes quand même spécialisé dans l'accompagnement des entreprises autour de l'économie circulaire, du développement durable, forcément, il y a des bonnes pratiques à partager, j'imagine. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on comprend mieux nous-mêmes, enfin moi, dans le cas présent, d'aider des sociétés à impact, comme j'en ai soit cofondé, soit aidé plusieurs, eh bien, effectivement, souvent, par exemple, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on part d'un déchet, donc souvent, la première réaction, du coup, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher parce qu'on ne paye pas le déchet, mais il faut aller le collecter, il faut le retraiter, etc. etc. Et du coup, on peut arriver à un prix de revient qui est supérieur à si je prends l'exemple du plastique, à la matière brute. Quoi. Alors justement, on va prendre le cas d'école d'Ostrea, puisque votre matière de départ, c'est quoi ? C'est les coproduits ou les déchets, on va dire, de l'ostréiculture, c'est ça ? Exactement, c'est les déchets de production des ostréiculteurs français, que du coup on n'achète pas, parce que ça leur coûte de l'argent de les traiter. Qu'est-ce qu'ils en faisaient jusqu'à présent ? Ils les envoyaient dans des zones d'enfouissement technique, ce qui pose des problèmes, parce que ces zones, elles sont très grandes, et aujourd'hui, c'est des déchets qui sont non dangereux, que nous on considère comme une ressource, et qui du coup n'ont pas vocation forcément à partir en décharge. Et du coup, on récupère ces déchets d'ostréiculteurs. On va avoir, nous, après, un coût de transformation qui est finalement une grosse part du coût du produit, pour les hygiéniser, les transformer en paillettes, et puis ensuite pour faire la fabrication du matériau dans notre atelier de production à Rennes. Donc vous avez ouvert votre premier atelier de production. Ça y est, la phase d'industrialisation commence, c'est ça ? La phase d'industrialisation commence. On a un premier atelier de 860 mètres carrés avec des premières machines. D'ailleurs, sous l'impulsion de Manuel, sur un des premiers mentorats, qui nous avait dit combien vous coûterait un premier atelier de production, est-ce que c'est réalisable, est-ce que vous êtes en capacité de faire un premier test marché avec, et du coup c'est parti de là, cette mise en place de ce premier atelier. Et maintenant on est vraiment dans cette problématique de future industrialisation et passage à l'échelle. Alors je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui le regardent, mais il en fait quoi de ces déchets d'huîtres ? Quel matériau vous produisez ? Alors du coup on produit un matériau minéral qui va s'apparenter un peu
à du terrazzo ou à du marbre, mais qui va être du coup, composé à 65% de coquillages, et qu'on va travailler comme de la pierre, avec des machines de marbrier pour réaliser des plans de travail, des plateaux de mobilier et bientôt du revêtement quand on aura taclé les sujets réglementaires. Donc ça veut dire que ce premier atelier, c'est une première étape, très clairement, puisqu'on parle d'industrialisation, vous n'y êtes pas encore tout à fait, quoi. On n'y est pas encore tout à fait, c'est une première étape qui nous permet quand même de faire 4 mètres carrés par jour en ce moment, 8 bientôt, on a les capacités machines pour faire 8, il faudrait qu'on recrute un petit peu, ce qui évidemment n'est pas du tout une échelle industrielle, mais qui permet néanmoins de répondre déjà à certains marchés avec des partenaires de distribution qui seront plus tard nos partenaires une fois qu'on sera industrialisé. Le défi de créer la filière, en fait, c'est ça, Manuel Zebeda. Il existe pour beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ce secteur de l'économie circulaire. D'ailleurs, parfois, sous l'impulsion de la réglementation. On sait que la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, a incité à créer des filières. Oui, tout à fait. Et en général, ça se fait souvent par des start-up, finalement. Oui. Parce que, comme vient de le dire Maxime, il faut tester un début de procédé, trouver le marché, etc. Donc, c'est un bon cycle, finalement. Ce que je leur souhaite à tous, c'est qu'un jour, il y a un grand groupe qui va s'intéresser à la société. Et bon, ils créeront une division, ou en tout cas, ils vont passer à une échelle supérieure. Mais souvent, c'est les start-up qui démarrent la filière. Oui, c'est-à-dire que là, vous avez quasiment créé la filière, on peut dire les choses comme ça, et ça donnera des idées à d'autres. Forcément, vous vous y préparez, ça aussi ? On s'y prépare. Il y a une quantité de déchets astronomiques, donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place, Et aujourd'hui, on travaille même avec les collectivités, avec la région Bretagne, pour structurer cette filière-là. Et du coup rendre aussi ces déchets finalement plus accessibles à d'autres initiatives qui pourraient apparaître. Il y a une levée de fonds en préparation, c'est ça ? On a une levée de fonds qui est quasiment terminée. On ne communique pas encore le montant parce que c'est pas signé, mais c'est une levée de fonds qui a pour but de nous permettre de recruter principalement et de faire un peu d'investissement machine et de continuer aussi la R&D matériaux. Manuel Zebeda, vous n'avez pas investi ? Vous auriez pu avec votre family office. Je dirais que je suis en phase de désinvestissement sur le family office et aujourd'hui on fait surtout du bénévolat. On a investi dans le passé dans une dizaine d'entreprises, donc maintenant il faut les liquidités pour investir. Bien sûr. Et donc en plus je trouve à titre personnel beaucoup de plaisir à faire du mentorat bénévole. Cette phase de la levée de fonds, alors c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien. Oui. Comment vous intervenez ? Vous avez donné des conseils pour choisir les bons investisseurs, pour choisir peut-être des investisseurs, je ne vais pas vous demander de les révéler, c'est trop tôt, mais un peu spécialisés aussi dans les entreprises à impact. Alors, dans le cas d'Austria, non. C'est eux qui ont trouvé les investisseurs. Par contre, ils m'ont appelé à 1 ou 2 reprises parce que justement, ils en avaient trouvé trop, ce qui est assez rare. Et donc, c'était la question... est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'on prend plus d'argent ? Comment ? Etc. Et donc là-dessus, on a discuté et à nouveau, c'est eux qui ont pris la décision. Là, je te laisse finir. On va lever plus que ce qu'on avait prévu à l'origine. Et c'est très bien pour revenir sur le fait que Manuel n'est pas investisseur, c'est que vraiment, ça amène une relation différente du mentoring versus quelqu'un qui investit dans la boîte. Et du coup, on peut vraiment aborder ces sujets en toute transparence avec quelqu'un qui a notre point de vue plus que le point de vue d'un investisseur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe à notre rubrique Startup éco-responsable. C'est Smart Ideas. Smart Ideas et notre invité est avec nous en duplex, en visioconférence d'Arcachon, Mathilde Gombaud, directrice générale de Bluenav. Bonjour, bienvenue à vous. C'est quoi Bluenav ? Expliquez-nous. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir sur le plateau de Bismart. Bluenav, c'est un motoriste hybride électrique pour les bateaux de plaisance qui souhaite révolutionner la navigation vers une nouvelle expérience pour les utilisateurs. Créé quand ? Et puis surtout, ça a été quoi le déclic ? Alors, on s'est fondé il y a 3 ans, pile poil, en fait, notre anniversaire ce mois-ci. Et le déclic, ça a été le constat qu'il n'y avait aucun acteur français positionné sur le marché de motorisation propre, électrique ou peu importe la source d'énergie, alors que la France est le 2e marché mondial de la plaisance. Donc, c'était un peu une aberration. Donc, on a voulu prendre ce créneau. On parle de mobilité partout, sur la route, juste de la trottinette au skate au poids lourd. Et on n'a jamais parlé des bateaux, donc il était temps qu'on s'y mette.
Alors, on voit le titre qui s'est affiché, rétrofiter les bateaux. Alors, faut expliquer ce que c'est. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire basculer un moteur, remplacer un moteur thermique par un moteur hybride ou électrique, c'est ça ? Alors non, justement, notre positionnement est différent des autres acteurs qui cherchent à prendre le moteur thermique qui existe depuis des décennies et en faire un copier-coller à l'électrique. Nous avons souhaité développer un moteur qui s'ajoute sur un bateau qui est déjà équipé d'une motorisation thermique existante, tout simplement pour lui ajouter une fonctionnalité, ce qui permet d'accompagner progressivement cette transition énergétique et surtout l'utilisateur dans son changement de comportement, puisqu'on ne navigue pas à l'électrique comme on navigue au thermique. Donc pour faire très simple, vous prenez soit un bateau qui existe, soit un bateau neuf, vous lui mettez une propulsion très standard et vous y ajoutez nos moteurs qu'on appelle les Blue Spin, ce qui lui permet d'avoir cette fonctionnalité hybride et de basculer soit d'une propulsion à l'autre en fonction de ses envies, ses besoins, des circonstances. Quelle a été la part d'innovation ? Vous avez déposé plusieurs brevets, je crois ? On a déposé plusieurs brevets, effectivement. La difficulté dans notre exercice, ça a été de développer un moteur qui pouvait s'adapter sans modification de structure du bateau existant, sans modification de la propulsion existante. Et donc nous avons souhaité faire un moteur qui est rétractable et giratoire. Et donc cela permet de ne pas abîmer les performances d'origine du bateau quand celui-ci souhaite naviguer avec son moteur thermique. Plusieurs brevets sont effectivement déposés pour protéger tout ce qu'on a fait jusque-là, oui. Quel retour sur investissement ? Imaginons, alors moi j'ai pas de bateau, mais imaginons, j'ai un bateau et je veux utiliser la technologie Blue Spin. Qu'est-ce que ça va me faire des économies de carburant, d'énergie ? J'essaye de comprendre comment ça marche. Alors non, on ne peut pas parler d'investissement dans le monde de la plaisance. Avoir un bateau, être propriétaire de bateau, c'est une dépense, ce n'est jamais un investissement. Et la première motivation de tous nos utilisateurs et nos clients, c'est certainement pas l'économie, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, l'électrique, ça coûte relativement cher, hein, comme ça l'a été dans le monde de l'automobile. C'est en train de devenir plus abordable. Nous, on parle plutôt d'une volonté de l'utilisateur, soit d'avoir une conscience environnementale forte et de faire un pas vers quelque chose de plus responsable, soit d'avoir une expérience de navigation complètement différente grâce au silence, à la petite vitesse et à la convivialité apportée, mais en aucun cas aujourd'hui on ne peut parler d'économie ou d'investissement. Pas pour l'instant. Ça veut dire, en fait j'ai du mal à visualiser comment ça marche, je suis désolé, mais ça veut dire que le moteur électrique qui prend la place de temps en temps du moteur thermique, comment ça marche ? Ça veut dire que très concrètement, si vous prenez un bateau à moteur hors bord, vous voyez ces gros moteurs qui sont imposants qu'on voit à l'arrière d'un bateau, vous y ajoutez 2 de nos moteurs à côté sur l'arrière du bateau et par simple bouton sur le tableau de bord, en 3 secondes, les moteurs thermiques vont se relever par exemple et les moteurs électriques vont descendre et vont vous permettre de naviguer à l'électrique. Et à contrario, si vous voulez rebasculer sur une vitesse rapide pour vous déplacer par exemple d'un point A à un point B et vous voulez quitter ce mode silencieux et convivial de la navigation électrique, vous réappuyez sur le bouton tout simplement, les moteurs électriques vont remonter dans leur boîtier et puis vous allez pouvoir rebénéficier finalement de la performance d'origine et de la puissance des moteurs thermiques. Et ça permet aussi d'être plus silencieux à l'abord des côtes quand on rentre au port, par exemple, c'est un élément important ça ? C'est l'élément principal, vous avez tout compris. Quand on fait du bateau, quand on est voileux par exemple, on a forcément une sensibilité, une connexion à l'environnement qui est très forte. Quand on monte dans un bateau à moteur, la seule chose qu'on veut, c'est vite que les moteurs s'arrêtent et pouvoir profiter enfin de ce moment convivial. Un moteur électrique, c'est quasi 100% silencieux. Donc à partir du moment où vous allumez les moteurs, même dans le port, vous ne l'entendez pas. On se demande presque si les moteurs sont allumés. Donc en dehors de ce côté propreté qui est évident, c'est le silence. Le silence est d'or, vous êtes en harmonie complète avec la nature quand vous naviguez, vous entendez le clapotis de l'eau sur la coque, les oiseaux viennent se poser à même le bateau, les dauphins naviguent dans votre sillage, on en est vraiment là, c'est naviguer complètement différemment. Merci beaucoup Mathilde Gombaud, bon vent à Bluna. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité, salut.